Quand j'ai demandé pourquoi personne ne m'avait prévenu du déménagement de mon fils, ma belle-fille a dit « Nous n'avons pas jugé nécessaire, vous vivez déjà seul ». Quelques semaines plus tard, elle m'a appelé, nerveuse, en parlant d'un mauvais contrat. Et moi, tranquille, j'ai simplement répondu « Vous voulez vraiment que je règle ça maintenant ?» Parce que voyez-vous, il y a des choses qu'on ne dit pas, des vérités qu'on garde pour soi, non par orgueil, mais par principe. Et ce jour-là, debout dans mon petit appartement de la rue Mercière à Lyon, le téléphone encore tiède contre mon oreille, j'ai compris que le moment était venu de leur rappeler qui était vraiment Émile Girard. Je m'appelle Émile Girard. J'ai 89 ans, bientôt 90 si Dieu le veut. Je vis seul depuis la mort de Marguerite, ma femme, il y a maintenant 6 ans. 6 années qui ont passé comme un souffle de vent sur la Saône, tantôt doux, tantôt glacial. Mon appartement se trouve au 3e étage d'un immeuble haussmannien qui a connu les 2 guerres, les restrictions, les libérations, les modernisations. 3 pièces modestes, mais propres, rangées, avec cette odeur de cire d'abeille que Marguerite aimait tant, et que je continue d'utiliser chaque samedi matin. Les meubles sont anciens, pas par choix esthétiques, mais parce qu'ils ont traversé notre vie ensemble et qu'on ne jette pas ce qui a du sens. Le canapé en velours bordeaux où nous nous asseyions le soir, la table en noyer où nous prenions nos repas, le secrétaire où j'écrivais mes lettres à la main avec un stylo plume Waterman qui m'accompagne depuis mes 40 ans. Mon fils, Julien, a 52 ans. Un bel homme, grand, les cheveux grisonnants comme les miens l'étaient à son âge, avant qu'il ne devienne complètement blanc. Il travaille dans l'informatique, un domaine que je ne comprends qu'à moitié, avec des mots anglais qui m'échappent et des concepts qui m'auraient semblé de la science-fiction dans ma jeunesse. Il a épousé Céline il y a 15 ans. Céline, une femme élégante, toujours bien habillée, toujours pressée, avec ce regard qui calcule constamment, qui évalue, qui mesure. Au début, je me disais que c'était le stress du travail, qu'elle gérait une boutique de décoration dans le 6e arrondissement, que cela demandait de l'énergie. Marguerite, elle, l'avait comprise dès le premier dîner. Elle voit les gens comme des investissements, m'avait-elle murmuré ce soir-là dans notre lit, alors que je lui disais que j'exagérais peut-être. Marguerite avait ce don de lire les âmes, ce que 43 ans de mariage avec un notaire lui avait affiné encore davantage. Depuis la mort de ma femme, mes relations avec Julien et Céline se sont progressivement détériorées. Au début, c'était subtil. Les visites s'espaçaient, les coups de téléphone se raccourcissaient. Les invitations aux repas familiaux se raréfiaient. Quand je posais des questions, on me répondait par des « tu comprends avec le travail » ou des « on t'appellera la semaine prochaine, promis », qui ne se concrétisaient jamais. Puis les remarques ont commencé. Des petites piques, lancées comme des cailloux dans l'eau calme d'un étang, créant des ondes qui ne disparaissaient jamais vraiment. « Papa, tu ne trouves pas que cet appartement est trop grand pour toi tout seul ? Papa, tu es sûr de pouvoir gérer tes finances correctement à ton âge ? Papa, tu devrais peut-être penser à nous donner une procuration, au cas où. » Je ne répondais pas. J'écoutais, je hochais la tête, je changeais de sujet. Parce qu'en France, dans ma génération, on nous a appris que la dignité se défend d'abord par le silence. On ne crie pas, on ne s'emporte pas, on observe. Et j'observais. J'observais comment Céline regardait notre vieux buffet en merisier lors de sa dernière visite, en mars dernier, évaluant mentalement sa valeur sur le marché de l'Antiquité. J'observais comment Julien jetait des coups d'œil à la bibliothèque de Marguerite, où s'alignaient les éditions originales que nous avions collectionnées ensemble pendant des décennies. J'observais comment ils parlaient entre eux à voix basse dans la cuisine, croyant que mes oreilles de vieil homme ne captaient plus rien. La situation s'est véritablement dégradée il y a 3 mois, en mai. J'avais appelé Julien un mardi soir, comme je le faisais chaque semaine, pour prendre des nouvelles. Pas de réponse, j'ai rappelé le lendemain. Messagerie, le surlendemain, rien. Au bout d'une semaine, inquiet, je me suis rendu à leur appartement, rue de Créqui, dans le 3e arrondissement. J'ai pris le bus, ligne C3, comme d'habitude, serrant mon porte-monnaie en cuir usé dans ma poche.
Quand je suis arrivé devant l'immeuble, une femme sortait avec un landau. Je lui ai demandé si elle connaissait la famille Girard au 4e étage. Elle m'a regardé avec surprise. « Oh, ils sont partis il y a 2 semaines, déménagement complet avec un gros camion. Je crois qu'ils sont allés du côté de Tassin-la-Demi-Lune. » Mon cœur s'est serré. Pas de tristesse excessive, non, mais cette sensation particulière qu'on ressent quand une vérité qu'on refusait de voir vous frappe enfin de plein fouet. Mon fils avait déménagé, quitté Lyon pour la banlieue ouest, sans m'en informer, sans un coup de téléphone, sans une visite, sans même une lettre. J'ai remercié la dame, suis retourné à l'arrêt de bus, et suis rentré chez moi dans un silence que même le bruit du moteur ne parvenait pas à remplir. 2 jours plus tard, j'ai retrouvé leur nouvelle adresse grâce à l'annuaire en ligne que m'avait montré Madame Beaumont, ma voisine du 2e étage, une ancienne institutrice qui maîtrise ces technologies modernes mieux que moi. J'ai composé le numéro avec mon vieux téléphone fixe à cadran, écoutant chaque clic avec une certaine appréhension. Céline a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était froide, factuelle, comme si elle parlait à un démarcheur téléphonique. « Oui ?» J'ai demandé aussi calmement que possible pourquoi personne ne m'avait prévenu du déménagement. Il y a eu un silence, puis j'ai entendu Julien en arrière-plan demander « C'est qui ?» Céline a répondu, la main probablement sur le combiné, mais pas assez pour que je n'entende pas. « C'est ton père. » Puis, s'adressant à moi avec un détachement qui m'a glacé. Nous n'avons pas jugé nécessaire de te prévenir, Émile. Tu vis déjà seul, tu as tes habitudes, et franchement, tu n'avais plus vraiment ta place dans nos décisions. C'est notre vie, notre nouvelle maison, un nouveau départ pour nous. J'ai entendu le mot « nous » répété 3 fois. Nous, jamais famille, jamais ensemble. J'ai demandé si je pouvais au moins avoir leur nouvelle adresse complète pour leur envoyer une carte à Noël ou pour toute urgence. Céline a soupiré, ce soupir exaspéré qu'on réserve aux importuns. On te l'enverra par SMS. Julien doit partir travailler. Au revoir. Et elle a raccroché. Pas de « prends soin de toi », pas de « on t'appellera bientôt », juste le déclic sec du téléphone qu'on coupe. Je suis resté là, debout dans mon salon, le combiné encore à la main, regardant par la fenêtre les toits de Lyon qui s'étendaient sous le soleil de juin. Les cloches de la basilique de Fourvière sonnaient au loin, marquant 3 heures de l'après-midi. J'ai raccroché lentement, me suis assis dans le fauteuil de Marguerite, celui où elle aimait lire le soir, et j'ai fermé les yeux. Pas pour pleurer, non, je n'avais pas envie de pleurer, pour réfléchir, pour organiser mes pensées comme je l'avais fait pendant toute ma carrière, méthodiquement, logiquement, sans émotion excessive. Car voyez-vous, il y a quelque chose que Julien et Céline ignorent complètement, quelque chose que je n'ai jamais jugé utile de leur dire, non par malice, mais parce que dans ma génération, on ne se vante pas, on ne cherche pas la reconnaissance. Je ne leur ai jamais parlé en détail de ma carrière. Pour eux, j'étais simplement papa qui a travaillé dans les bureaux, un retraité modeste avec une petite pension, vivant simplement dans son appartement lyonnais. Ils voyaient mes vêtements usés, mes habitudes économes, mon refus d'acheter une voiture ou de partir en vacances, et en déduisaient ce qu'ils voulaient en déduire. Mais la vérité, la vraie, c'est que j'ai été notaire pendant 42 ans. Pas un notaire ordinaire, non. Maître Émile Girard, associé principal de l'étude Girard & Rousseau, située place Bellecour, l'une des plus anciennes et respectées de Lyon. J'ai traité des successions de familles industrielles, des ventes immobilières de plusieurs millions de francs puis d'euros, des contrats de mariage complexes, des donations, des testaments de personnalités que vous connaîtriez si je prononçais leur nom. Pendant 4 décennies, j'ai été le gardien des secrets familiaux, le conseiller des puissants, celui qui rédigeait les documents qui scellaient les destins et protégeait les patrimoines. J'ai appris à lire entre les lignes, à détecter les mensonges, à identifier les manipulateurs, les profiteurs, ceux qui voyaient leurs parents vieillissants comme des obstacles plutôt que comme des êtres humains. J'ai vu des fils déshériter leur père, des filles piller les comptes de leur mère, des conjoints falsifier des signatures. J'ai empêché certains de ces drames, j'en ai documenté d'autres pour que justice soit faite. Et à chaque fois, je me disais,
Pas ma famille, pas Julien. Je l'ai élevé dans les valeurs, le respect, l'honnêteté. Marguerite, elle, était moins optimiste. On ne sait jamais vraiment ce que l'argent révèle chez les gens, me répétait-elle souvent. Quand j'ai pris ma retraite, à 67 ans, j'avais accumulé un patrimoine confortable. Pas une fortune ostentatoire, mais suffisamment pour vivre dignement jusqu'à mes derniers jours et laisser quelque chose à Julien. Des placements prudents, des obligations d'État, quelques actions dans des entreprises solides et surtout 3 biens immobiliers. Notre appartement de la rue Mercière, un studio que nous louions près de la gare Pardieu et une petite maison de famille à Pérouges. Ce village médiéval magnifique dans l'Ain, au total, un patrimoine estimé à environ 1,2 million d'euros en 2018 quand Marguerite est décédée. Aujourd'hui, avec la hausse de l'immobilier lyonnais, probablement plus près de 1,5 million. Mais j'ai choisi de ne rien dire à Julien, de vivre modestement avec ma pension de retraite de 2400 € par mois, de continuer à prendre le bus, à acheter mes vêtements aux Halles de Lyon, à faire mes courses au marché de la Croix-Rousse. Pourquoi? Pour voir, pour observer, pour appliquer ce que j'avais appris en 42 ans de notariat. La vraie nature des gens ne se révèle que face à l'argent, ou face à son absence supposée. Je voulais savoir si mon fils m'aimait pour ce que j'étais, ou pour ce qu'il pensait pouvoir hériter. Pendant les 2 semaines qui ont suivi ce coup de téléphone glacial, j'ai continué ma routine. Café au bar de Monsieur Pradel à 8 heures, lecture du Progrès, promenade le long des quais du Rhône quand le temps le permettait, déjeuner chez moi, sieste, lecture, dîner léger, puis l'écriture de mes lettres. J'écris encore à la main, avec mon Waterman et de l'encre bleue Pélicane, à d'anciens collègues, à des amis d'enfance éparpillés dans toute la France, à ma sœur Lucienne qui vit dans le Var. L'écriture manuscrite a cette vertu de ralentir la pensée, de forcer à la réflexion avant chaque mot. C'est pendant cette période que j'ai reçu le SMS avec leur nouvelle adresse. 47 chemin des Érables, Tassin-la-Demi-Lune. Une adresse qui m'a immédiatement intrigué. Le chemin des Érables, je le connaissais vaguement. Un quartier résidentiel, avec de grandes maisons individuelles, des jardins. Le genre d'endroit où les propriétés valent facilement entre 500 000 et 800 000 €. Je me suis demandé comment Julien, avec son salaire d'ingénieur informatique certes correct, mais pas extraordinaire, et Céline, avec sa boutique qui marchait moyennement d'après ce que Marguerite avait observé lors de ses dernières visites, avaient pu s'offrir une telle maison. Ma curiosité professionnelle, celle qui ne m'a jamais quitté même à la retraite, s'est réveillée. J'ai demandé à Madame Beaumont de m'aider à faire une recherche sur Internet. En quelques clics, elle a trouvé l'annonce de vente de la maison. Une belle propriété de 180 mètres carrés avec 4 chambres, un jardin de 400 mètres carrés, garage double, vendu en avril pour 680 000 €. Le prix était public, affiché sur le site d'une agence immobilière de la région. Je me suis assis, calculant mentalement. Avec un apport de 20%, soit 136 000 €, et un crédit sur 25 ans, les mensualités devaient tourner autour de 2 500 €. Possible, mais serré pour leurs revenus combinés. Puis, 3 semaines après le déménagement, un mardi matin pluvieux de juin où Lyon était noyé sous une pluie fine et persistante, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché avec méfiance, m'attendant à un démarcheur. C'était Céline. Sa voix était différente, tendue, presque nerveuse, un changement radical par rapport à la froideur de notre dernière conversation. « Émile ? C'est Céline. Il faut qu'on te parle. C'est urgent. Tu peux passer cet après-midi ?» J'ai regardé par la fenêtre la pluie qui tombait sur les pavés de la rue Mercière. « Je peux. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a hésité. « On préfère t'expliquer en personne. Viens vers 15 heures. Tu as l'adresse. » J'ai pris le bus, ligne 3, puis le C20, changeant à Bellecour, tenant mon parapluie noir fermement contre le vent. Le trajet a duré 45 minutes. Quand je suis arrivé au chemin des Érables, j'ai été impressionné malgré moi. De belles propriétés s'alignaient, avec leurs haies bien taillées, leurs portails électriques, leurs voitures allemandes garées dans les allées.
La maison de Julien et Céline était au bout de l'impasse, une construction contemporaine avec de grandes baies vitrées et une façade en crépi beige. Le jardin était encore en friche. Visiblement, il n'avait pas eu le temps de s'en occuper. Céline m'a ouvert avant même que je sonne. Elle portait un pantalon noir et un chemisier blanc, ses cheveux attachés en queue de cheval serrée, des cernes sous les yeux. « Entre, Émile !» Pas de bise, pas de sourire. Julien était assis dans le salon, un espace ouvert avec cuisine américaine, canapé en cuir blanc, télévision écran plat gigantesque. Il avait l'air fatigué, les traits tirés. « Bonjour, papa », a-t-il dit d'une voix morne. Je me suis assis dans le fauteuil qu'il m'indiquait, posant mon parapluie contre le mur. Céline a pris la parole sans préambule. « On a un problème, un gros problème. » Elle s'est assise à côté de Julien, leur corps formant un bloc uni face à moi. « Tu te souviens quand on t'a dit qu'on avait acheté cette maison ?» J'ai hoché la tête. « Eh bien, on a fait une erreur, une grosse erreur de contrat. » Julien a pris le relais, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « On a signé trop vite, papa. On était pressés. On voulait cette maison avant que quelqu'un d'autre la prenne. Le notaire nous a expliqué plein de clauses, mais on n'a pas tout compris. On a signé. » Céline a sorti une liasse de documents d'un dossier posé sur la table basse. Il y avait une clause de garantie décennale que le vendeur n'a pas respectée, des travaux de toiture qui ont été faits il y a 8 ans, mais sans déclaration, sans factures officielles. Et maintenant, il y a des infiltrations d'eau dans les combles. Le toit entier est à refaire. 45 000 € de travaux, et notre assurance ne couvre pas parce que la clause n'était pas respectée dans l'acte de vente. Julien a ajouté, la voix tremblante, « On a contacté le vendeur, il refuse de payer quoi que ce soit. Il dit que c'est notre problème, qu'on aurait dû faire vérifier avant de signer. » J'ai écouté en silence, mes mains posées sur mes genoux, observant leur visage anxieux. Céline a continué. « On a consulté un avocat la semaine dernière. Il dit qu'on peut attaquer le vendeur, mais ça va coûter cher en frais de justice, et l'issue est incertaine. On n'a pas 45 000 €, Émile. Notre budget est déjà serré avec les mensualités du crédit. On a vidé notre épargne pour l'apport, on est coincé. » Puis elle a dit la phrase, celle qui m'a fait comprendre pourquoi j'étais vraiment là. « Tu as travaillé dans les contrats toute ta vie, non ? Tu pourrais regarder notre acte de vente ? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a raté, une faille juridique, n'importe quoi qui pourrait nous aider ?» J'ai regardé Julien qui évitait mon regard. « Julien, tu m'as dit que je travaillais dans les bureaux, je crois. Vous pensez vraiment que je peux vous aider ?» Céline a fait un geste impatient de la main. « Peu importe ce que tu faisais exactement. Tu as de l'expérience avec les papiers, non ? S'il te plaît, Émile. On est ta famille. C'est urgent. Si vous aimez les histoires où la vérité finit toujours par éclater, laissez votre like maintenant et inscrivez-vous sur la chaîne Histoire de Père, parce que ce qui va suivre va vous montrer pourquoi on ne doit jamais sous-estimer les personnes âgées. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été sous-estimé par votre propre famille ? De quelle ville nous regardez-vous ? Allez, on continue cette histoire qui va vous surprendre. J'ai tendu la main pour prendre les documents. Céline me les a donnés avec un soulagement visible. J'ai commencé à lire, lentement, méthodiquement, tournant chaque page avec soin. L'acte de vente faisait 23 pages, rédigé par Maître Fontaine, un notaire de Tassin que je ne connaissais pas personnellement, mais dont j'avais entendu parler comme quelqu'un de compétent. Pendant que je lisais, Céline s'est levée pour faire du café. Julien fixait son téléphone, pianotant nerveusement. L'atmosphère était lourde, tendue. Au bout de 15 minutes, j'ai relevé la tête. « Vous avez raison sur un point. Il y a effectivement un problème avec la clause de garantie décennale. Le vendeur aurait dû déclarer les travaux de toiture et comme il ne l'a pas fait, vous êtes dans une situation délicate. » Céline a posé les tasses de café sur la table avec un bruit sec. « Alors on est vraiment coincé? Il n'y a rien à faire ?» J'ai bu une gorgée de café, un arabica trop fort à mon goût, et j'ai posé la tasse. Je n'ai pas dit ça. Il y a effectivement une possibilité juridique. Leurs visages se sont illuminés instantanément. Julien s'est redressé. « Vraiment ? Laquelle ?»
J'ai replié les documents soigneusement, les remettant dans leur ordre original. Vous pourriez attaquer le vendeur pour vice caché. La clause de garantie décennale non respectée constitue un vice caché grave, qui affecte l'usage de la propriété. Avec un bon avocat spécialisé en immobilier, vous avez environ 70% de chances de gagner. Le tribunal pourrait contraindre le vendeur à assumer les frais de réparation ou au minimum à vous dédommager partiellement. Céline a pris mon bras avec empressement. « Tu peux nous aider à monter le dossier? Tu connais des avocats? Tu peux nous introduire auprès d'eux ?» Je l'ai regardé longuement. Cette femme qui, 3 semaines plus tôt, m'avait dit que je n'avais plus ma place dans leurs décisions, que ma vie ne les concernait plus, me demandait maintenant mon aide comme si de rien n'était. J'ai retiré doucement mon bras. Je pourrais, oui, je connais plusieurs avocats excellents à Lyon qui traitent ce genre d'affaires. Julien s'est penché vers moi. « Alors, tu vas le faire? Tu vas nous aider, papa ?» J'ai pris une autre gorgée de café, laissant le silence s'installer, sentant le poids de leurs attentes. Puis j'ai dit, très calmement, très posément, « Vous voulez vraiment que je règle ça maintenant ?» Ma voix était neutre, sans colère, sans reproche, juste une question factuelle. Mais il y avait quelque chose dans mon ton qui a fait comprendre à Julien que ce n'était pas une simple question rhétorique. Céline n'a rien remarqué. « Bien sûr qu'on veut que tu nous aides maintenant. C'est urgent, Émile, on te l'a dit. Chaque jour qui passe, l'eau s'infiltre davantage. Si on attend trop, les dégâts vont s'aggraver et les réparations vont coûter encore plus cher. » Je me suis levé lentement, prenant mon parapluie. « Je vais y réfléchir. Laissez-moi quelques jours pour étudier le dossier et voir ce que je peux faire. » Julien s'est levé aussi. « Quelques jours? Papa, on n'a pas vraiment le temps. » J'ai posé ma main sur son épaule. « Quelques jours, Julien, j'ai besoin de temps. À mon âge, on ne se précipite plus comme avant. » Je suis parti sous la pluie qui avait redoublé d'intensité, marchant lentement vers l'arrêt de bus, sentant leurs regards inquiets depuis la fenêtre du salon. Dans le bus qui me ramenait vers Lyon, j'ai regardé défiler les banlieues, les zones commerciales, puis progressivement les quartiers anciens que je connaissais par cœur. Mon esprit travaillait, analysant la situation avec la méthodologie que 42 ans de notariat m'avaient inculquée. Ils avaient besoin de moi. Après m'avoir écarté, après avoir déménagé sans me prévenir, après m'avoir dit que je n'avais plus ma place dans leur vie, ils découvraient soudain que le vieux père inutile possédait peut-être des compétences utiles. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, mais plus profondément, quelque chose me dérangeait dans leur comportement. Pas une seule excuse, pas un seul mot de regret pour la façon dont ils m'avaient traité. Juste l'urgence de leurs problèmes, leurs besoins immédiats. De retour chez moi, j'ai préparé un thé vert, me suis installé à mon secrétaire et j'ai ouvert le tiroir où je conserve mes dossiers personnels importants. Il y avait là des documents que je n'avais pas consultés depuis longtemps. Mon testament, rédigé par mon ancien associé Maître Rousseau il y a 4 ans, mes certificats de propriété, mes relevés bancaires, mes contrats d'assurance vie. J'ai sorti le testament et l'ai relu attentivement. Dans sa version actuelle, Julien héritait de tout. L'appartement de la rue Mercière, le studio de la Part-Dieu, la maison de Pérouge, tous mes placements financiers, mes livres, mes meubles, absolument tout. C'était ce que Marguerite et moi avions décidé ensemble, du vivant de ma femme. Il est notre fils unique. C'est naturel qu'il hérite de tout, avait-elle dit. Je n'avais pas remis en question cette décision après sa mort, même quand les relations avec Julien s'étaient tendues. Mais là, avec leurs documents étalés devant moi et leurs demandes d'aide formulées sans la moindre empathie, je me posais des questions. J'ai passé les 3 jours suivants à approfondir mes recherches. J'ai appelé Maître Blanchard, un ancien collaborateur devenu juge au tribunal de grande instance de Lyon, et lui ai exposé le cas de manière anonyme. Sa réponse a confirmé mon analyse. L'affaire était gagnable, mais nécessitait un bon avocat et environ 6 à 8 mois de procédure. Coût estimé, entre 8 000 et 12 000 euros d'honoraires d'avocat, remboursables si le jugement était favorable, mais à avancer immédiatement.
Le jeudi, Céline a rappelé. « Alors, Émile, tu as réfléchi ?» Sa voix était redevenue pressante, impatiente. « Tu peux nous aider ou pas ?» J'ai répondu que j'avais effectivement étudié leur dossier en profondeur et que je pouvais leur recommander un excellent avocat. Elle a poussé un soupir de soulagement. « Dieu merci. Donne-nous son nom et son numéro. » J'ai marqué une pause. « Avant cela, j'aimerais qu'on discute tous les trois calmement. Vous pourriez venir déjeuner chez moi dimanche ? Je préparerai un rôti de porc aux herbes, comme Marguerite le faisait. » Il y a eu un silence. « Dimanche ? On est un peu occupé dimanche, Émile. Tu ne peux pas juste nous donner les coordonnées de l'avocat maintenant. » J'ai tenu bon. « C'est important pour moi, Céline. Un déjeuner en famille, cela fait longtemps. 1 heure ou 2, pas plus. Ensuite, je vous donnerai toutes les informations dont vous avez besoin, et même plus. » J'ai entendu une conversation étouffée entre elle et Julien. Puis, elle a répondu « D'accord. Dimanche midi. Mais on ne peut pas rester très longtemps. On a des choses à faire l'après-midi. » Le dimanche est arrivé. Je me suis levé tôt et fait mon marché aux Halles, achetant les meilleurs morceaux de viande chez mon boucher habituel, Monsieur Carvalho, des légumes frais, du bon pain de campagne. J'ai passé la matinée à cuisiner, suivant les recettes que Marguerite m'avait apprises. Le rôti marinait dans le romarin et le thym. Les pommes de terre rôtissaient au four. Une tarte aux pommes refroidissait sur le rebord de la fenêtre. L'appartement sentait bon. Cette odeur de repas familial qui me rappelait les dimanches d'autrefois. Julien et Céline sont arrivés à midi pile, montant les 3 étages, sans ascenseur, avec des soupirs audibles. Céline portait une robe d'été jaune, Julien un polo bleu marine. Ils sont entrés, ont fait le tour du salon du regard, comme s'ils le voyaient pour la première fois depuis longtemps, notant peut-être les détails qu'ils avaient oubliés ou jamais vraiment remarqués. Le vieux tapis persan hérité de mes parents, les gravures encadrées représentant des vues de Lyon au XIXe siècle, la collection de livres reliés en cuir qui tapissait le mur entier du fond. « Ça sent bon », a dit Julien, et c'était probablement la phrase la plus chaleureuse qu'il m'ait adressée depuis des mois. Je les ai invités à s'asseoir à table, une table que j'avais dressée avec soin. La nappe blanche brodée de Marguerite, les assiettes en porcelaine de Limoges que nous avions reçues en cadeau de mariage, les verres en cristal que nous ne sortions que pour les grandes occasions. Céline a remarqué ces détails. J'ai vu son regard s'attarder sur la vaisselle, évaluant encore une fois mentalement sa valeur. Pendant le repas, nous avons parlé de choses banales. La météo, qui s'était enfin améliorée après ces semaines de pluie. Les travaux dans leur nouvelle maison, en dehors du problème de toiture, le jardin qu'ils prévoyaient d'aménager. Julien m'a parlé de son travail, d'un projet de logiciel important qu'il gérait, avec des termes techniques que je ne comprenais qu'à moitié. Céline a évoqué sa boutique, qui marchait bien en ce moment, a-t-elle dit, bien que je me sois demandé si c'était vraiment le cas ou si elle essayait de me donner une certaine image de leur réussite. Ce qui m'a frappé pendant tout ce déjeuner, c'est qu'aucun des deux ne m'a posé une seule question personnelle. « Bah, comment vas-tu, papa ? Pas, tu ne te sens pas trop seul ici ? Pas, tu as besoin de quelque chose ?» Leurs préoccupations tournaient entièrement autour d'eux-mêmes, de leur maison, de leurs projets, de leurs problèmes. J'étais là comme un figurant dans leur vie, présent physiquement mais absent de leurs pensées réelles. Au dessert, avec la tarte aux pommes et le café, Céline a enfin abordé le sujet qui les intéressait vraiment. « Alors, Émile, cet avocat dont tu nous as parlé. » J'ai coupé un morceau de tarte, l'ai porté à ma bouche, mâché lentement. « Ah oui, maître Durand, un excellent avocat spécialisé en droit immobilier. Il a gagné des dizaines de cas similaires aux vôtres. » Julien a sorti son téléphone, prêt à noter. « Tu as son numéro ?» J'ai acquiescé. « Je l'ai. Mais avant de vous le donner, j'aimerais comprendre quelque chose. » Le ton de ma voix a changé, devenant plus grave, plus posé. Céline a levé les yeux de son café. Comprendre quoi? Je me suis calé dans ma chaise, mes mains jointes devant moi, comme je le faisais autrefois dans mon bureau de notaire, avant d'aborder un sujet délicat avec un client. Comprendre pourquoi vous ne m'avez pas prévenu de votre déménagement.
Comprendre pourquoi, quand je vous ai appelé pour demander des explications, tu m'as dit, Céline, que je n'avais plus ma place dans vos décisions. Comprendre pourquoi, pendant des mois, vous m'avez traité comme un fardeau dont vous vouliez vous débarrasser. Et comprendre pourquoi, maintenant que vous avez un problème, vous revenez soudainement vers moi, comme si rien ne s'était passé. Le silence s'est abattu sur la table comme un rideau de plomb. Céline a posé sa tasse avec un bruit sec. Émile, on est désolé si tu l'as mal pris, mais on était débordé avec le déménagement, on avait tellement de choses à gérer. Je l'ai coupé d'un geste de la main. Non, Céline, ne me mens pas. Ne me fais pas cet affront supplémentaire. Tu n'étais pas débordé au point de ne pas pouvoir décrocher un téléphone pour dire « Papa, on déménage ». Un appel de 2 minutes, c'est tout ce que ça aurait pris. Julien a tenté d'intervenir. « Papa, c'est vrai qu'on aurait dû te prévenir, mais… » Je me suis tourné vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé transparaître dans mon regard toute la déception que j'avais accumulée. « Mais quoi, Julien? Tu vas me dire que tu étais trop occupé, que tu as oublié, que ce n'était pas important ?» Ma voix restait calme, mais chaque mot portait le poids de mois de blessures accumulées. « Je suis ton père. J'ai changé tes couches. Je t'ai emmené à l'école tous les jours, pendant des années. J'ai payé tes études d'ingénieur. J'ai été là à chaque moment important de ta vie. Et toi, tu déménages sans même me le dire. » Céline a voulu reprendre le contrôle de la situation. « Écoute, Émile, on peut parler de tout ça plus tard si tu veux, mais là, notre problème de toiture est urgent. Tu comprends? Chaque jour qui passe nous coûte de l'argent. Si tu as les coordonnées de cet avocat, donne-les-nous, et après on pourra discuter tranquillement de nos relations familiales. » Sa voix avait pris ce ton condescendant qu'elle utilisait probablement avec ses clients difficiles, comme si elle parlait à un enfant capricieux qui faisait un caprice au mauvais moment. Je me suis levé lentement, suis allé jusqu'à mon secrétaire et ouvert le tiroir du bas, celui que je gardais toujours fermé à clé. J'en ai sorti une chemise en carton beige, épaisse, remplie de documents. Je suis revenu à table et les posé devant eux. Avant de vous donner ces coordonnées, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel que vous semblez avoir oublié ou que vous n'avez jamais vraiment su. J'ai ouvert la chemise, révélant le premier document. Mon diplôme de notaire, datant de 1963, délivré par l'Université de Lyon. Julien a regardé le document avec confusion. « C'est quoi ?» J'ai souri légèrement, un sourire triste. « Mon diplôme de notaire, Julien. Je n'ai pas travaillé dans les bureaux, comme tu l'as toujours dit avec un certain mépris dans la voix. J'ai été notaire, maître Émile Girard, pour être précis. Associé principal de l'étude Girard-Mann-Rousseau, place Bellecour, pendant 42 ans. J'ai vu leur visage changer d'expression, passant de la confusion à la surprise. Céline a pris le diplôme, l'a examiné. « Tu étais notaire, mais pourquoi tu ne l'as jamais dit clairement ?» Je me suis rassis, sortant d'autres documents de la chemise, parce qu'on ne m'a jamais vraiment posé la question, parce que dans ma génération, on ne se vante pas de sa profession, parce que j'ai toujours pensé que ce que j'étais importait plus que ce que je faisais. Apparemment, je me trompais. J'ai étalé devant eux des photos de mon ancienne étude. Un magnifique bureau avec boiserie, bibliothèque juridique, grande table de travail en acajou. Des photos de moi serrant la main de personnalités locales, de maires, de préfets, lors de signatures importantes. Julien a pris une des photos, celle où je figurais en robe de notaire lors d'une cérémonie officielle. Je ne comprends pas. Si tu étais notaire, un notaire important apparemment, pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi cet appartement modeste? Pourquoi tu prends le bus? Pourquoi tu… Il n'a pas terminé sa phrase, mais je savais ce qu'il voulait dire. Pourquoi tu vis comme quelqu'un de pauvre, alors que tu ne devrais pas l'être? J'ai sorti un autre document de la chemise, le récapitulatif de mon patrimoine, établi par mon comptable en janvier dernier. Parce que j'ai choisi de vivre simplement, Julien. Parce que j'ai été élevé pendant la guerre, dans la privation, et que j'ai appris la valeur de l'économie, de la modestie, du respect de ce qu'on possède. Et aussi,
J'ai posé le document devant eux, montrant les chiffres en bas de page, parce que je voulais voir comment vous me traiteriez si vous pensiez que je n'avais rien à vous laisser. Céline a lu le document, ses yeux s'élargissant progressivement. 1,5 million d'euros? Tu as 1,5 million d'euros de patrimoine? Sa voix avait monté d'une octave. J'ai hoché la tête. 3 biens immobiliers, des placements financiers prudents, des assurances vie. Tout cela accumulé durant 42 ans de carrière et de gestion rigoureuse. Marguerite et moi avons toujours vécu en dessous de nos moyens, investissant la différence intelligemment. Julien fixait les chiffres, bouche ouverte, incapable de parler. J'ai continué, ma voix restant calme mais ferme. Quand Marguerite est décédée, j'aurais pu changer mon mode de vie, acheter une voiture, voyager, déménager dans un appartement plus grand, mais j'ai préféré observer. Observer comment mon fils unique, l'enfant que j'avais élevé avec amour et valeur, me traiterait quand il me croirait sans le sou. Observer si tu viendrais me voir par affection ou par intérêt. Observer si ta femme me respecterait pour ce que je suis, ou me mépriserait pour ce qu'elle croyait que je n'avais pas. Céline a repoussé le document comme s'il la brûlait. C'était un test? Tu nous as testés? Sa voix tremblait, mélange de colère et de honte. Oui, Céline, un test, le même test que j'ai vu échouer des centaines de fois dans mon cabinet de notaire. Des familles déchirées par l'argent, des enfants qui abandonnaient leurs parents parce qu'ils les croyaient pauvres, pour revenir en rampant quand ils découvraient l'existence d'un héritage. J'ai passé ma carrière à documenter la bassesse humaine face à l'argent. Je ne pensais pas devoir l'appliquer à ma propre famille. Julien s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le parquet. « Ce n'est pas juste, papa. Tu nous as manipulés, tu nous as laissé croire que tu étais... » Il cherchait ses mots. « Que tu étais quoi, Julien ?» J'ai demandé doucement. « Pauvre, sans valeur, un poids. C'est comme ça que tu me voyais ?» Il s'est détourné, marchant jusqu'à la fenêtre, les épaules tendues. Le silence était lourd, oppressant, rempli de toutes les vérités non dites qui remontaient enfin à la surface. Céline a tenté une autre approche, sa voix se radoucissant artificiellement. « Émile, je comprends que tu aies pu te sentir négligé, mais tu dois comprendre notre point de vue aussi. On avait nos vies, nos contraintes, nos préoccupations. On n'a pas fait exprès de te blesser. » Je l'ai regardé directement dans les yeux. « Vraiment ? Quand tu m'as dit que je n'avais plus ma place dans vos décisions, ce n'était pas fait exprès ? Quand tu m'as raccroché au nez après m'avoir donné 30 secondes de ton temps, ce n'était pas fait exprès ? » J'ai sorti un autre document de la chemise, celui-là plus récent, imprimé il y a seulement quelques jours. Vous savez ce que c'est? Ils ont secoué la tête. C'est une estimation détaillée des frais que votre affaire de toiture va générer. J'ai contacté 3 avocats différents, 2 experts en bâtiment et un ancien juge spécialisé en litiges immobiliers. Votre dossier est solide, vous avez environ 75% de chances de gagner. Mais le processus va prendre entre 8 et 10 mois, coûter environ 10 000 euros d'honoraires à avancer, plus 3 000 euros d'expertise. Si vous gagnez, le vendeur devra rembourser tout cela plus les 45 000 euros de travaux. Si vous perdez, vous aurez dépensé 13 000 euros pour rien et devrez quand même payer les travaux. Julien est revenu vers la table. « Tu as fait tout ça? Ces recherches ?» J'ai acquiescé. « C'est mon métier, Julien. » Enfin, c'était analyser des situations juridiques complexes, évaluer les risques, conseiller les clients. 42 ans d'expérience ne disparaissent pas avec la retraite. J'ai sorti 3 cartes de visite. Voici les coordonnées de 3 excellents avocats en droit immobilier. Le premier, Maître Durand, est le plus agressif. Il va attaquer fort et vite. Le deuxième, Maître Legrand, préfère la négociation et pourrait obtenir un arrangement à l'amiable. Le troisième, Maître Petit, est une femme brillante, très méticuleuse, qui monte des dossiers inattaquables. À vous de choisir selon votre tempérament. Céline a tendu la main vers les cartes de visite, mais j'ai posé ma main dessus avant qu'elle ne les prenne. Attendez, il y a encore quelque chose que vous devez savoir. J'ai sorti le dernier document de la chemise, mon testament.
Ceci est mon testament actuel, rédigé en 2021, un an après la mort de Marguerite. Dans ce testament, Julien, tu hérites de tout, absolument tout. 1,5 million d'euros de patrimoine, tous mes biens, mes livres, mes souvenirs, même ce stylo Waterman qui m'a accompagné pendant 50 ans. Julien s'est rassis lentement. Papa, qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai ouvert le testament à la page des dispositions principales. Je dis que j'ai rendez-vous mercredi prochain avec Maître Rousseau, mon ancien associé, pour modifier ce testament. Parce que ce test dont nous parlions, vous l'avez échoué, magistralement échoué. Ma voix tremblait légèrement maintenant, la première vraie émotion que je laissais transparaître. Pendant 6 ans depuis la mort de Marguerite, j'ai espéré que vous viendriez me voir par affection, pas par obligation, que vous m'appelleriez pour prendre de mes nouvelles, pas pour me demander des services, que vous m'incluriez dans votre vie, pas que vous me toléreriez en périphérie. Céline était devenue très pâle. Tu vas le déshériter? C'est ça que tu es en train de dire? J'ai secoué la tête. Non, Céline, je ne vais pas déshériter Julien complètement. Ce serait méchant et disproportionné, et je ne suis pas un homme méchant, mais je vais modifier substantiellement mon testament. Le studio de la Part-Dieu, qui vaut environ 180 000 euros, ira à l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui s'occupe des personnes âgées isolées. La maison de Pérouge, estimée à 320 000 euros, ira à ma sœur Lucienne et ses enfants. Mes placements financiers, environ 400 000 euros, seront répartis entre plusieurs œuvres caritatives que Marguerite et moi soutenions. Julien a fait un calcul mental rapide. Il te resterait quoi alors? 600 000 euros? L'appartement ici? J'ai acquiescé. Exactement. Cet appartement qui vaut environ 450 000 euros et quelques économies. Encore largement de quoi vivre confortablement, n'est-ce pas? Mais pas les 1,5 million que tu espérais probablement. Le mot « espérait » a résonné dans le silence, chargé de tout ce qu'il impliquait. Julien s'est effondré sur sa chaise, tête entre les mains. « Je ne peux pas croire que tu fasses ça. C'est de la manipulation, papa. De la manipulation pure et simple. » J'ai senti une colère froide monter en moi, une colère que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. De la manipulation, vraiment? Et vous, quand vous avez déménagé sans me prévenir, quand vous m'avez dit que je n'avais plus ma place dans votre vie, quand vous êtes revenu vers moi uniquement parce que vous aviez besoin de mes compétences professionnelles, ce n'était pas de la manipulation, ça. Céline a essayé une dernière tactique. Émile, tu es en colère, c'est compréhensible, mais tu ne peux pas prendre une décision aussi importante sous le coup de l'émotion. Réfléchis encore. Pense à tes petits-enfants futurs, à la continuité familiale, à... Je l'ai coupé. Quels petits-enfants, Céline? Vous n'en avez pas. Et vu comment vous me traitez, moi qui suis votre propre sang, j'ose à peine imaginer comment vous traiteriez des enfants qui dépendraient de vous. Je me suis levé, suis allé chercher une enveloppe Kraft dans mon secrétaire et l'ai posée sur la table. Dans cette enveloppe, il y a tout ce dont vous avez besoin pour votre affaire de toiture. Les noms des 3 avocats, leurs coordonnées complètes, un résumé détaillé de votre situation juridique que j'ai rédigé et qui vous fera économiser au moins 3 heures de consultation facturées à 300 € de l'heure, les noms de 2 experts en bâtiments fiables pour l'expertise et même une liste de questions à poser aux vendeurs lors de la confrontation. C'est mon dernier cadeau pour vous, non pas parce que vous le méritez, mais parce que je suis votre père, et qu'un père ne laisse pas tomber son enfant, même quand cet enfant l'a laissé tomber. Julien a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Et après, on fait quoi maintenant? J'ai marché vers la porte d'entrée, l'ouvrant en grand. Maintenant, vous partez. Vous rentrez chez vous. Vous réglez votre problème de toiture avec les informations que je vous ai données. Et vous réfléchissez. Vous réfléchissez à ce qu'est vraiment une famille, à ce que signifie le respect, à la différence entre aimer quelqu'un et le tolérer par obligation sociale. Céline s'est levée brusquement, son visage déformé par la colère. « Tu nous jettes dehors? Après nous avoir fait venir ici? Après nous avoir humiliés avec ton petit test pathétique ?»
Je suis resté calme, ma main sur la poignée de la porte. Je ne vous jette pas dehors, Céline. Je vous libère de l'obligation de faire semblant. Vous avez clairement établi que je n'avais plus ma place dans votre vie. Je respecte ce choix, et maintenant, je fais le mien. Julien s'est approché de moi, et pour un instant, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du regret authentique. Papa, je suis désolé pour tout, pour le déménagement, pour ne pas avoir appelé, pour... Sa voix s'est brisée. J'ai posé ma main sur son épaule, la même main qui l'avait tenu bébé, qui l'avait accompagné à son premier jour d'école, qui avait applaudi à sa remise de diplôme. Je sais, Julien, une partie de moi sait que tu es désolé, mais les excuses sans changement de comportement ne sont que des manipulations. Montre-moi que tu es désolé, pas avec des mots, mais avec des actes. Si dans 6 mois, 1 an, tu veux reconstruire quelque chose, une vraie relation père-fils basée sur le respect mutuel et l'affection sincère, ma porte sera ouverte. Mais ce sera à toi de faire le premier pas. Ils sont partis sans rien ajouter, descendant les escaliers dans un silence lourd. J'ai entendu leurs pas résonner dans la cage d'escalier, puis la porte d'entrée de l'immeuble se refermer avec un claquement sourd. Je suis resté à ma fenêtre, les regardant marcher vers leur voiture garée rue Mercière, Céline gesticulant avec véhémence, Julien marchant tête baissée. Ils sont montés dans leur Renault grise et sont partis, disparaissant dans la circulation dominicale de Lyon. Je suis retourné à table et commencé à débarrasser les assiettes. Le rôti avait à peine été touché, la tarte aux pommes était encore presque entière. J'ai rangé les restes dans des Tupperware, me disant que Madame Beaumont serait contente d'avoir un bon repas cette semaine, elle qui vivait seule elle aussi. J'ai lavé la vaisselle en porcelaine avec soin, chaque assiette, chaque verre, les replaçant dans le buffet où ils avaient toujours été rangés. Puis je me suis assis dans le fauteuil de Marguerite avec une tasse de tilleul, regardant le soleil de l'après-midi filtrer à travers les rideaux en dentelle. Les jours qui ont suivi ont été étrangement paisibles. J'ai repris ma routine habituelle, mais avec une légèreté nouvelle, comme si un poids invisible s'était enlevé de mes épaules. Le mardi matin, je suis allé au marché de la Croix-Rousse, achetant mes légumes chez Madame Ferreira, qui tient le stand de primeur depuis 30 ans. Elle m'a demandé comment allait mon fils, comme elle le faisait chaque fois. Pour la première fois, j'ai répondu honnêtement « Nous traversons une période difficile, mais c'est la vie, n'est-ce pas ?» Elle a hoché la tête avec compréhension, cette compréhension que seules les personnes âgées qui ont vécu beaucoup possèdent. Le mercredi, comme promis, j'avais rendez-vous avec Maître Rousseau dans son cabinet de la rue de la République. Pierre Rousseau avait été mon associé pendant 23 ans avant de reprendre seul l'étude quand j'avais pris ma retraite. Un homme de 65 ans maintenant, élégant, méticuleux, avec cette rigueur que notre profession exige. Son assistante m'a fait entrer dans son bureau, une pièce que je connaissais par cœur, où nous avions passé des milliers d'heures ensemble, à rédiger des actes, à conseiller des clients, à résoudre des situations familiales complexes. « Émile, mon ami, » a-t-il dit en se levant pour me serrer la main chaleureusement. « Tu m'as intrigué au téléphone, tu veux modifier ton testament ?» Nous nous sommes assis de part et d'autre de son bureau en acajou. Je lui ai raconté toute l'histoire, depuis le déménagement non annoncé jusqu'au déjeuner du dimanche, sans omettre aucun détail. Pierre m'écoutait avec cette attention professionnelle que je reconnaissais si bien, hochant la tête de temps en temps, prenant quelques notes sur son bloc-notes en cuir. Quand j'ai terminé, il a retiré ses lunettes, les a nettoyées lentement avec son mouchoir en tissu, geste qu'il faisait toujours quand il réfléchissait profondément. Tu sais, Émile, en 40 ans de carrière, j'ai vu exactement ce genre de situation des centaines de fois. Des enfants qui négligent leurs parents, qui reviennent uniquement quand ils ont besoin de quelque chose ou quand ils pensent à l'héritage. C'est devenu tristement banal. Il a remis ses lunettes. Mais je dois te poser la question que je pose toujours à mes clients dans cette situation. Es-tu absolument certain de vouloir faire ces modifications? Parce qu'une fois le testament modifié, si Julien découvre son existence après ta mort, cela créera une blessure définitive.
Il ne pourra jamais réparer la relation avec toi puisque tu ne seras plus là. » J'ai réfléchi à sa question, regardant par la fenêtre les passants sur la rue de la République, cette artère commerçante toujours animée. « Pierre, pendant 6 ans j'ai attendu. J'ai donné à Julien toutes les chances de me montrer qu'il m'aimait pour moi-même, pas pour ce que je possédais. Il a échoué à chaque occasion. Le déménagement non annoncé n'était pas une erreur isolée. C'était l'aboutissement logique de années de négligence progressive. Si je maintiens ce testament tel qu'il est, je récompense cette négligence. Je lui envoie le message qu'on peut traiter ses parents n'importe comment et quand même tout recevoir à la fin. Ce n'est pas le message que je veux laisser. » Maître Rousseau a hoché la tête lentement. « Je comprends ta logique. Mais as-tu envisagé une alternative? Au lieu de modifier le testament maintenant, tu pourrais attendre 6 mois, 1 an, voir si Julien change effectivement de comportement après ce qui s'est passé dimanche. Lui laisser une vraie chance de rédemption. » J'ai souri tristement. « C'est exactement ce que je vais faire, Pierre. Je vais modifier le testament aujourd'hui comme je te l'ai décrit. Le studio au petit frère des pauvres, la maison de Pérouge à ma sœur, les placements aux œuvres caritatives. Mais je vais inclure une clause révocatoire conditionnelle. » Pierre a levé les sourcils, intéressé. « Une clause révocatoire conditionnelle? Explique-moi. » Je me suis penché en avant. Si Julien, au cours des 12 mois suivant la signature de ce testament, démontre par des actes concrets et répétés qu'il a véritablement changé, qu'il vient me voir régulièrement non pas par intérêt mais par affection, qu'il m'inclut dans sa vie de manière authentique, alors je réviserai ce testament et annulerai ses modifications. Mais il ne saura pas que ce testament existe. Il devra changer sans la carotte de l'héritage devant lui. Ce sera le vrai test. Pierre a souri, un vrai sourire admiratif. « C'est brillant, Émile, digne d'un grand notaire. Tu lui donnes une chance, mais une chance authentique, sans manipulation possible de sa part. » Il a sorti un formulaire vierge de son tiroir. « Très bien, rédigeons ce Nouveau Testament ensemble, comme au bon vieux temps. » Nous avons passé les 2 heures suivantes à rédiger méticuleusement chaque clause, chaque condition, chaque disposition. Pierre posait les questions juridiques précises, je donnais mes réponses réfléchies. À la fin, nous avions un testament de 7 pages, parfaitement légal, inattaquable, qui modifiait substantiellement mes dispositions testamentaires, tout en laissant une porte ouverte à la réconciliation. « Il faudra 2 témoins pour la signature, » a dit Pierre. « J'ai demandé à Maître Fontaine du cabinet voisin et à mon premier clerc, M. Bertrand. Ils arrivent dans 10 minutes. » Nous avons bu un café en attendant, parlant de l'étude, des cas intéressants qu'il traitait actuellement, des changements dans la législation. Quand les témoins sont arrivés, j'ai signé le testament avec mon Waterman, ce stylo qui avait signé tant d'actes importants dans ma vie. 3 signatures, 3 paraphes, le sceau de l'étude, et c'était fait. Mon patrimoine était maintenant protégé, redistribué selon mes nouvelles volontés, mais avec cette clause secrète qui permettait encore la rédemption. En quittant le cabinet, Pierre m'a serré longuement la main. « Tu as fait ce qu'il fallait, Émile. Et qui sait, peut-être que dans 1 an nous nous reverrons pour annuler tout cela parce que Julien aura compris. » J'ai souri. « J'espère, Pierre, j'espère vraiment. » Mais dans mon cœur, je n'étais pas certain que cela arriverait. Les semaines ont passé. Juin s'est transformé en juillet, puis en août. Lyon s'est vidé de ses habitants partis en vacances, laissant la ville aux touristes et aux personnes âgées comme moi qui préféraient la tranquillité de l'été urbain. Je continuais ma vie simple, mes promenades matinales, mes lectures l'après-midi, mes lettres manuscrites le soir. Madame Beaumont et moi avions pris l'habitude de dîner ensemble le jeudi soir, partageant nos repas et nos souvenirs, 2 vieilles personnes qui se tenaient de compagnie sans prétention. Julien n'a pas appelé. Pas une seule fois en 2 mois. Je me demandais s'ils avaient résolu leurs problèmes de toiture avec les informations que je leur avais données, s'ils avaient contacté un des avocats que je leur avais recommandé. Une partie de moi était curieuse. Une autre partie ne voulait pas savoir.
J'avais fait mon devoir de père en leur donnant les outils pour se sortir de leur situation, le reste leur appartenait. Puis, fin août, un événement inattendu s'est produit. J'étais au marché de la Croix-Rousse, comme tous les mardis matins, choisissant des tomates chez Madame Ferreira, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Monsieur Girard, Maître Girard, c'est bien vous ?» Je me suis retourné pour voir un homme dans la cinquantaine, bien habillé, avec un costume élégant malgré la chaleur d'août. Il m'a fallu quelques secondes pour le reconnaître. Thomas Marchand, un ancien client dont j'avais géré la succession complexe de son père il y a une quinzaine d'années. Monsieur Marchand, quelle surprise! Nous avons échangé une poignée de mains chaleureuses. Il avait vieilli naturellement, mais son sourire était le même, franc et direct. Je vous cherchais justement, maître. Enfin, pas physiquement, mais j'avais l'intention de vous contacter. Vous avez quelques minutes? Je vous offre un café? J'ai accepté, intrigué. Nous sommes allés au Café des Fédérations, un établissement typiquement lyonnais, rue du Major Martin, et nous sommes installés en terrasse malgré la chaleur. « Voilà », a commencé Thomas après que le serveur nous ait apporté nos cafés. « Je suis maintenant président de l'association Solidarité Senior Lyon, une organisation qui aide les personnes âgées en difficulté ou isolées. Nous organisons des activités, des sorties, nous aidons pour les démarches administratives, nous combattons l'isolement et nous cherchons actuellement des bénévoles qualifiés pour notre service de conseil juridique gratuit. Beaucoup de personnes âgées se font arnaquer, ont des problèmes de succession, de tutelle, de contrats abusifs. Quand j'ai pensé à qui pourrait nous aider, votre nom m'est immédiatement venu à l'esprit. J'ai bu une gorgée de café, surpris et touché. « Vous voulez que je devienne bénévole pour votre association ?» Thomas a hoché la tête avec enthousiasme. « Exactement. Vous avez l'expertise, l'expérience. Et si je me souviens bien de notre collaboration, vous avez aussi l'humanité nécessaire pour ce genre de travail. Ce serait quelques heures par semaine, selon votre disponibilité, dans nos locaux près de la gare de Perrache. Vous rencontreriez des personnes qui ont besoin de conseils, vous les aideriez à comprendre leurs droits, à se protéger des abus. Vous seriez parfait pour ça. » Je dois avouer que l'idée m'a immédiatement séduit. Depuis ma retraite, malgré mes routines rassurantes, il me manquait parfois le sentiment d'utilité, de servir à quelque chose d'important. Aider mon propre fils s'était révélé décevant, mais aider des inconnus qui en avaient vraiment besoin, des personnes dans ma situation, ou pire, cela avait du sens. « Quand pourrais-je commencer ?» ai-je demandé. Le visage de Thomas s'est illuminé. « Vraiment? Vous acceptez? C'est merveilleux. Vous pourriez commencer dès la semaine prochaine si vous voulez. Je vous ferai visiter nos locaux. Vous présenterez à l'équipe et on établira un planning qui vous convient. » Et c'est ainsi que début septembre, j'ai commencé une nouvelle phase de ma vie. Chaque mercredi et vendredi après-midi, je me rendais aux locaux de Solidarité Senior Lyon, une grande salle aménagée avec des espaces de consultation privés, une bibliothèque juridique que j'avais moi-même aidé à constituer en donnant plusieurs de mes ouvrages, et une salle commune où les bénéficiaires pouvaient se rencontrer autour d'un café. J'avais mon propre petit bureau, modeste mais fonctionnel, avec une plaque temporaire sur la porte. Maître Émile Girard, conseil juridique. Les personnes que je recevais venaient avec toutes sortes de problèmes. Madame Dubois, 82 ans, dont le neveu essayait de lui faire signer une procuration pour vider son compte en banque. Monsieur Arnaud, 75 ans, victime d'un contrat d'abonnement téléphonique abusif dont il ne parvenait pas à se dégager. Madame Petit, 68 ans, en conflit avec ses enfants qui voulaient la placer en maison de retraite contre son gré pour vendre son appartement. Chaque cas résonnait avec ma propre expérience récente. Chaque histoire me rappelait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait avec Julien. Je découvrais que j'étais encore utile, encore capable, encore respecté. Les personnes que je conseillais me regardaient avec gratitude, avec reconnaissance, avec ce respect authentique que Julien ne m'avait plus montré depuis des années. Elles revenaient souvent me voir,
après avoir résolu leurs problèmes grâce à mes conseils, m'apportant des gâteaux faits maison, des petits cadeaux, mais surtout des remerciements sincères. « Vous m'avez sauvé », m'a dit Madame Dubois un jour, les larmes aux yeux, après que j'ai aidé à faire annuler la procuration frauduleuse que son neveu lui avait fait signer. Sans vous, j'aurais tout perdu. C'est pendant cette période que j'ai également commencé à me rapprocher de ma sœur Lucienne. Nous nous étions toujours bien entendus, mais la distance géographique, elle vivait à Toulon, et nos vies occupées avaient espacé nos contacts à quelques appels téléphoniques et cartes de vœux annuelles. Après la modification de mon testament, je lui avais écrit une longue lettre lui expliquant la situation avec Julien et ma décision de lui léguer la maison de Pérouges. Elle m'avait appelé immédiatement, bouleversé. « Émile, je ne sais pas quoi dire. C'est trop généreux, trop... Mais es-tu sûr de vouloir faire ça à Julien ?» Je lui avais expliqué ma logique, mes raisons, le test que j'appliquais. Elle avait compris, ayant elle-même eu des difficultés avec son propre fils il y a quelques années, avant une réconciliation difficile mais sincère. « Les enfants oublient parfois d'où ils viennent », avait-elle dit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous avions commencé à nous appeler chaque dimanche soir, des conversations d'1 heure ou 2 où nous partagions nos vies, nos souvenirs d'enfance, nos réflexions sur le vieillissement et la famille. Septembre est passé, puis octobre. Les feuilles sur les quais du Rhône prenaient leurs couleurs automnales, ce spectacle magnifique que Lyon offre chaque année. J'avais maintenant 79 ans, révolu, mon 90e anniversaire approchant en décembre. Ma santé restait bonne, quelques douleurs articulaires le matin, une fatigue plus rapide qu'avant, mais rien de grave. Mon médecin, le docteur Lemoine qui me suivait depuis 20 ans, était satisfait de mes analyses lors de mon check-up annuel. « Vous êtes solide, Émile. Vous avez encore de belles années devant vous. » Toujours aucune nouvelle de Julien. 4 mois maintenant depuis notre déjeuner tendu. J'oscillais entre la tristesse de cette absence et le soulagement de ne plus avoir à subir les visites obligées et glaciales d'avant. Ma vie était plus simple, plus authentique. Je voyais Madame Beaumont régulièrement, mes collègues bénévoles de l'association, les personnes que je conseillais, Thomas Marchand, avec qui j'avais développé une vraie amitié. J'avais une vie sociale plus riche maintenant qu'avant, paradoxalement, alors que mon fils m'avait exclu de la sienne. C'est fin octobre, un jeudi après-midi pluvieux, que mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché avec ma méfiance habituelle. « Monsieur Girard », une voix masculine que je ne reconnaissais pas. « Oui, c'est moi. »« Bonjour, je suis maître Durand, avocat en droit immobilier. Je vous appelle au sujet de votre fils, Julien Girard, et de sa femme Céline. Ils m'ont dit que c'est vous qui leur avez recommandé mon cabinet pour leur affaire de toiture. » Mon cœur a fait un petit bond. « Oui, c'est exact. Ils ont contacté vos services finalement. » Maître Durand a ri légèrement. « Oui, en juillet. Nous avons monté un dossier solide grâce aux informations très détaillées que vous aviez préparées pour eux. Franchement, j'ai rarement vu une analyse préliminaire aussi complète. Vous auriez fait un excellent avocat. » J'ai souri malgré moi. « Merci. Alors, comment s'est passée l'affaire ? C'est justement pour cela que je vous appelle. Nous avons obtenu un arrangement à l'amiable il y a 2 semaines. Le vendeur, face à la solidité de notre dossier et aux preuves que nous avions, a accepté de payer 40 000 € sur les 45 000 de travaux nécessaires, plus nos honoraires d'avocat. C'est une excellente issue. Votre fils et votre belle-fille sont très satisfaits. Mais voilà, quand je leur ai présenté ma facture finale, qui incluait mes honoraires pour l'arrangement, ils m'ont dit qu'ils avaient des difficultés financières et m'ont demandé si je pouvais, il a hésité, si je pouvais vous contacter pour voir si vous accepteriez de couvrir leurs frais d'avocat. Le silence s'est installé sur la ligne. Je sentais la colère monter en moi, cette colère froide et profonde que j'avais contenue pendant des mois. « Laissez-moi bien comprendre, maître Durand. Le vendeur a accepté de payer vos honoraires dans le cadre de l'arrangement, n'est-ce pas ? » « Si, exactement. » «
Donc, vos honoraires sont couverts par l'argent du vendeur, pas par mon fils? C'est exact, mais il y a eu des frais supplémentaires, des expertises complémentaires, des déplacements, environ 2800 € qui restent à leur charge. Je me suis calé dans mon fauteuil. Maître Durand, je vais être très clair avec vous. Je ne paierai pas un centime de ces frais. Mon fils et sa femme sont des adultes, avec des revenus confortables, qui ont fait le choix d'acheter une maison à 680 000 €. Ils peuvent assumer 2800 € de frais. De plus, je leur ai déjà fourni gratuitement une analyse juridique qui vous a vous-même fait économiser plusieurs heures de travail, ce qui représente une valeur de plusieurs milliers d'euros. Il ne manque pas de ressources, maître, il manque de volonté de les utiliser correctement. Maître Durand a toussé, embarrassé. Je comprends, monsieur Girard. Je dois avouer que j'étais réticent à faire cet appel, mais ils ont insisté. Je vais leur dire que vous avez refusé. Non, j'ai dit fermement. Dites-leur exactement ce que je vous ai dit, mot pour mot, qu'ils comprennent bien que je suis au courant de leur manœuvre et que je n'y donnerai pas suite. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps immobile, regardant la pluie couler sur les vitres. Donc, 4 mois après notre confrontation. La première fois que Julien pense à moi, c'est pour essayer de me faire payer ses factures. Pas pour s'excuser, pas pour reconstruire notre relation, juste pour obtenir de l'argent. Le test continuait, et il continuait à échouer. Novembre est arrivé, apportant avec lui les premiers froids de l'hiver lyonnais, ce froid humide qui s'infiltre dans les eaux. J'ai continué mes activités à l'association, mes promenades quand le temps le permettait, mes soirées lecture et lettres manuscrites. Pour mon anniversaire approchant en décembre, Lucienne m'a proposé de venir passer une semaine chez elle à Toulon. Tu verras la mer, tu rencontreras mes petits-enfants, on passera du bon temps ensemble. Et puis franchement, Émile, Lyon en décembre, c'est sinistre, viens profiter du soleil du sud. J'ai accepté avec joie. Cela faisait des années que je n'avais pas quitté Lyon pour plus de quelques jours. Le 10 décembre, j'ai pris le train pour Toulon, ma petite valise contenant l'essentiel, mon Waterman dans ma poche de veste. Lucienne m'attendait à la gare, elle avait 73 ans maintenant, toujours dynamique, avec ce sourire chaleureux qui me rappelait notre mère. Sa maison à la Seine-sur-Mer donnait sur la mer, une vue magnifique que je pouvais contempler depuis la chambre d'amis qu'elle m'avait préparée. La semaine a été merveilleuse. Nous avons parlé pendant des heures, revisitant notre enfance à Lyon pendant la guerre, nos parents, nos choix de vie différents. Elle m'a présenté ses 3 petits-enfants, des jeunes gens respectueux et affectueux qui m'ont appelé grand-oncle Émile et ont écouté avec intérêt mes histoires de Lyon d'autrefois. Nous avons marché le long du port, mangé des oursins frais au marché, visité le fort de Balaguier. C'était une vie différente, plus lumineuse, moins solitaire. Un soir, alors que nous dînions sur sa terrasse couverte malgré le froid, emmitouflée dans des couvertures, Lucienne m'a posé la question que j'attendais. « Des nouvelles de Julien ?» J'ai secoué la tête. À part demander à son avocat de me faire payer ses factures? Non, aucune. Elle a soupiré. Tu sais, mon Jean aussi a eu sa période difficile. Il m'a presque pas parlé pendant 2 ans. Après son divorce, il me rendait responsable de je ne sais quoi. Ça a été terrible. Mais un jour, il est revenu, il a pleuré, on a parlé vraiment. Et depuis, on a reconstruit quelque chose de solide. Peut-être que Julien aura ce déclic aussi. J'ai regardé les lumières du port scintiller dans la nuit. Peut-être. Ou peut-être pas. Et je commence à me faire à cette idée, Lucienne, que mon fils ne sera peut-être jamais l'homme que j'espérais qu'il devienne, que notre relation restera cassée jusqu'à ma mort. C'est triste, bien sûr, mais c'est aussi libérateur d'une certaine façon. Je n'attends plus rien, donc je ne peux plus être déçu. Elle a posé sa main sur la mienne. Tu n'es pas seul, Émile. Tu as moi, tu as mes enfants et petits-enfants qui t'adorent déjà, tu as tes amis à Lyon, ton travail à l'association. Tu as une vie riche et pleine de sens. Elle avait raison. À presque 90 ans, j'avais découvert qu'on pouvait reconstruire une vie, créer de nouvelles connexions,
trouver du sens ailleurs que dans la famille biologique. C'était une leçon précieuse, même si elle était venue tard. Je suis rentré à Lyon le 18 décembre, bronzé par le soleil méditerranéen, reposé, ragaillardi. Mon 90e anniversaire tombait le 22 décembre. J'avais décidé de ne pas en faire une grande affaire, juste un dîner simple avec Madame Beaumont et Thomas Marchand que j'avais invités. Le 21 au soir, j'étais en train de préparer le repas du lendemain quand mon téléphone a sonné. Numéro de Julien. J'ai fixé l'écran pendant 4 sonneries, mon cœur battant plus fort, me demandant si je devais répondre. À la 5e sonnerie, j'ai décroché. « Oui ?» Ma voix était neutre, prudente. « Papa, c'est Julien. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une tension, une émotion que je n'arrivais pas à identifier. « Bonsoir Julien, que puis-je pour toi ?» Un silence, puis « Je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Demain tu as 90 ans, non ?» J'ai été surpris qu'il se souvienne. En effet, 90 ans. Nouveau silence. « Papa, est-ce que je pourrais passer te voir demain, dans la journée? J'aimerais qu'on parle. » J'ai hésité. Une partie de moi voulait refuser, protéger la paix fragile que j'avais construite. Une autre partie, celle du père qui aimera toujours son fils malgré tout, voulait saisir cette ouverture possible. « Viens à 15 heures. J'ai des invités pour le dîner, mais l'après-midi, je suis libre. » Le lendemain, jour de mon 90e anniversaire, je me suis réveillé avec une appréhension inhabituelle. J'ai suivi ma routine matinale, mais avec une distraction constante, mon esprit anticipant la visite de Julien. À 15 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Julien se tenait là, seul, sans Céline. Il portait un manteau sombre, tenait un bouquet de fleurs blanches, avait les traits tirés, les yeux cernés. Il paraissait avoir vieilli de 10 ans en 5 mois. « Bonjour papa, joyeux anniversaire !» Il m'a tendu les fleurs, des lys blancs, les fleurs préférées de Marguerite. Je les ai prises, me suis écarté pour le laisser entrer. Il a monté les escaliers lentement, comme un condamné marchant vers son jugement. Dans l'appartement, il s'est assis dans le canapé, j'ai pris mon fauteuil habituel, j'ai posé les fleurs sur la table basse entre nous. « Tu es venu seul », j'ai constaté. Il a hoché la tête. « Céline et moi, nous nous sommes séparés, enfin en voie de séparation. Elle est partie vivre chez sa sœur à Villeurbanne il y a 3 semaines. Je n'ai rien dit, attendant qu'il continue. Il a pris une grande inspiration. Après ton déjeuner en juin, notre relation s'est détériorée. Les problèmes étaient déjà là depuis longtemps, mais cette histoire de toiture, et surtout ta réaction quand nous t'avons demandé de l'aide, ça a été le révélateur. On s'est disputé. Beaucoup. Elle me reprochait d'avoir un père inutile et pauvre qui ne voulait même pas nous aider financièrement. Je lui ai dit que tu n'étais pas pauvre du tout, que tu avais juste choisi de ne pas nous aider parce qu'on t'avait maltraité. Il s'est frotté le visage avec ses mains. Elle ne comprenait pas, ou plutôt elle comprenait trop bien. Elle s'est rendue compte que tu avais de l'argent, mais que tu ne nous en donnerais pas, et ça l'a rendue folle. Elle a commencé à me dire que je devais me réconcilier avec toi, pas parce que c'était la bonne chose à faire, mais pour que tu changes ton testament. Que je devais jouer le jeu du fils repentant pour récupérer l'héritage. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et j'ai réalisé à ce moment-là que pendant toutes ces années, Céline ne s'était jamais vraiment souciée de toi. Que pour elle, tu n'étais qu'un porte-monnaie potentiel. Et que d'une certaine façon, j'avais laissé cette vision détériorer notre relation. J'ai écouté en silence, sans expression. Il a continué, les mots sortant maintenant plus rapidement, comme s'il avait besoin de tout dire avant de perdre courage. J'ai passé ces 5 derniers mois à réfléchir, papa, vraiment réfléchir, à qui j'étais devenu, à comment j'avais traité mon propre père. Je me souvenais de quand j'étais petit, comment tu me lisais des histoires tous les soirs, comment tu m'emmenais visiter les Traboules de Lyon le dimanche, comment tu m'as aidé avec mes devoirs de mathématiques pendant des heures.
Comment maman et toi avez payé mes études sans jamais me faire sentir que c'était un fardeau. Et j'ai réalisé que je t'avais rendu tout ça par de l'indifférence, puis par du mépris, puis par de la négligence. Il s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre, regardant la rue Mercière en contrebas. Quand Maître Durand m'a rapporté ce que tu lui as dit au téléphone, j'ai eu honte, une honte profonde, parce qu'il avait raison, tu avais raison. J'essayais encore de t'utiliser et de prendre sans jamais donner. Même après notre confrontation de juin, je n'avais pas compris. Il s'est retourné vers moi. Je suis venu aujourd'hui non pas pour te demander de me pardonner, parce que je ne suis pas sûr de mériter le pardon. Je suis venu pour te dire que j'ai compris, que tu avais raison de faire ce test, que j'ai échoué lamentablement et que je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Sa voix s'est brisée complètement maintenant. Je suis venu te dire que tu es un homme remarquable, que tu as été un père exceptionnel et que je ne le mérite pas. Et je suis venu te dire que si tu veux bien, pas maintenant, peut-être pas avant longtemps, mais un jour, j'aimerais essayer de reconstruire quelque chose avec toi. Pas pour l'argent, pas pour l'héritage, mais parce que tu es mon père et que je t'aime, même si je l'ai très mal montré. Je suis resté silencieux pendant un long moment, laissant ces paroles résonner dans l'appartement. À 90 ans, j'avais appris que les mots sont faciles, que c'est dans les actes que se révèle la vérité. Mais j'avais aussi appris qu'il faut parfois savoir donner une chance à la rédemption, que refuser systématiquement le pardon mène à l'amertume et au regret. Assieds-toi, Julien. Il s'est rassis, essuyant ses larmes du revers de sa main. Tu as raison sur plusieurs points. Tu as mal agi. Tu m'as blessé profondément, et oui, tu as échoué au test que je t'ai imposé. Mais tu as aussi raison quand tu dis que tu as compris. Je le vois dans tes yeux, je l'entends dans ta voix. Ce n'est pas le même homme qui est venu me voir en juin pour obtenir de l'aide sans remords. J'ai marqué une pause, mais comprendre n'est que la première étape, Julien. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu vas faire de cette compréhension. Il a hoché la tête avec véhémence. « Je sais, papa, je sais que je dois te prouver que j'ai changé. Pas avec des mots, mais avec des actes. Je suis prêt à le faire. Peu importe le temps que ça prendra. » Je me suis levé, suis allé chercher 2 verres et une bouteille de cognac. Un Rémy Martin XO que je gardais pour les occasions spéciales. J'ai versé 2 mesures, lui en étendu une. À mes 90 ans alors, et à la possibilité d'une nouvelle relation entre nous, une relation construite sur l'honnêteté et le respect mutuel. Nous avons trinqué, bu en silence. Puis j'ai dit, « Julien, je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. J'ai modifié mon testament en juin. Tu n'hériteras plus de tout. Une partie substantielle de mon patrimoine ira à des œuvres caritatives et à ta tante Lucienne. » J'ai vu son visage pâlir, mais il n'a pas protesté, n'a pas argumenté. Il a juste hoché la tête. C'est ce que je mérite, je comprends. Mais, j'ai continué, ce testament contient une clause que je vais te révéler maintenant, parce que je crois que tu es sincère. Si au cours des 12 prochains mois, tu démontres par tes actes que tu as véritablement changé, que notre relation peut être reconstruite sur des bases saines, alors je réviserai ce testament. Pas pour tout te redonner nécessairement, mais pour ajuster la répartition de manière plus équitable. Tu as 1 année pour me prouver que tu es l'homme que j'espère que tu puisses être. Ses yeux se sont élargis. Tu me donnes encore une chance ? Je te donne la possibilité de gagner cette chance, oui. Mais attention, Julien, je serai vigilant. Je ne me laisserai plus manipuler. Si je sens que tu joues un rôle, que tu fais semblant pour l'argent, tout sera terminé définitivement. Ce que je veux, c'est un fils qui m'aime authentiquement, qui vient me voir parce qu'il le veut et non parce qu'il le doit. Est-ce clair ? Il a essuyé de nouvelles larmes. Cristallin, papa. Et je te promets, je ne te décevrai plus. Nous avons parlé encore 1 heure, une vraie conversation pour la première fois depuis des années. Il m'a raconté les détails de sa séparation avec Céline, ses remises en question professionnelles, sa solitude dans cette grande maison de Tassin. Je lui ai parlé de mon travail à l'association, de ma semaine à Toulon, de ma nouvelle vie que j'avais construite sans lui. Quand il est parti, vers 16h30,
Nous nous sommes serrés la main, puis il m'a embrassé sur les joues, un geste qu'il n'avait pas fait spontanément depuis au moins 10 ans. Joyeux anniversaire, papa. Et merci. Merci de ne pas m'avoir renié complètement. Ce soir-là, mon dîner d'anniversaire avec Madame Beaumont et Thomas Marchand a été joyeux. Ils avaient apporté une belle tarte aux framboises avec 90 bougies qu'il m'a fallu souffler en 3 fois, déclenchant des rires. Thomas apportait un toast à Émile, qui à 90 ans nous prouve qu'on peut toujours se réinventer, toujours être utile, toujours faire la différence dans la vie des autres. Nous avons bu du champagne, mangé, ri, parlé jusqu'à minuit passé. Les mois qui ont suivi ont été, d'une certaine façon, les plus riches de ma vie. Julien a tenu parole. Il venait me voir chaque dimanche, apportant parfois des croissants frais pour le petit déjeuner, parfois juste sa présence. Nous parlions de tout et de rien, de politique, de littérature, de Lyon, de ses souvenirs d'enfance. Il m'a accompagné à l'association plusieurs fois, rencontrant les personnes que j'aidais, comprenant enfin véritablement ce que signifiait être utile aux autres sans attendre de retour. En février, il m'a invité à déjeuner dans un restaurant gastronomique, les Terrasses de Lyon, avec vue sur la ville. C'était son cadeau, a-t-il dit, pour se faire pardonner tous les déjeuners ratés. Nous avons mangé lentement, savourant chaque plat, chaque conversation. Il m'a parlé de son désir de changer de carrière, de faire quelque chose de plus significatif, peut-être dans le secteur associatif. Je l'ai écouté, conseillé, encouragé, retrouvant ce rôle de père que j'avais cru perdu. En mars, il m'a emmené à Pérouge, notre maison de famille que je n'avais pas visitée depuis la mort de Marguerite. Nous avons marché dans les ruelles médiévales, mangé une galette au sucre chez la mère Bourgeois, nous sommes assis dans le jardin de la maison, contemplant les collines de lin qui s'étendaient devant nous. Cet endroit est magique, a-t-il dit. J'avais oublié combien j'aimais venir ici quand j'étais enfant. Je lui ai raconté des histoires de ses vacances d'été là-bas, de ses jeux dans le jardin, de ses explorations du village. Il écoutait avec une nostalgie douce, retrouvant des souvenirs enfouis. En avril, pour Pâques, il a organisé un déjeuner chez lui à Tassin, invitant aussi Lucienne qui était montée spécialement de Toulon. C'était la première fois que je mettais les pieds dans sa maison depuis notre confrontation de juin dernier, et j'ai été touché par l'effort qu'il avait fait. La table était dressée avec soin. Il avait cuisiné lui-même un gigot d'agneau aux herbes, préparé des légumes de saison. Lucienne et lui ont immédiatement sympathisé, parlant pendant des heures, elle lui racontant des anecdotes de notre enfance que même moi j'avais oubliées. À la fin du repas, alors que nous prenions le café dans son salon, Julien s'est éclairci la gorge. « Papa, tante Lucienne, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai démissionné de mon poste en informatique la semaine dernière. J'ai accepté un travail à mi-temps comme coordinateur technique pour Solidarité Senior Lyon. Thomas Marchand avait besoin de quelqu'un pour moderniser leurs systèmes informatiques, créer une base de données, poursuivre les bénéficiaires, améliorer leur site web. Le salaire est 2 fois moindre que ce que je gagnais, mais je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité par ce changement. J'ai senti mon cœur se gonfler de fierté. Pas parce qu'il m'imitait, pas parce qu'il cherchait mon approbation, mais parce que je voyais qu'il avait vraiment compris que servir les autres, aider ceux qui en ont besoin, apportait une satisfaction qu'aucun salaire élevé ne pouvait procurer. Lucienne l'a félicité chaleureusement, et moi, je me suis contenté de poser ma main sur son épaule et de serrer doucement. Aucun mot n'était nécessaire. En mai, presque 1 an jour pour jour après notre confrontation initiale, je me suis rendu au cabinet de Maître Rousseau. Pierre m'a accueilli avec son sourire habituel. « Alors, Émile, comment se passe l'année de test ?» Je lui ai raconté les derniers mois en détail, les changements chez Julien, ses visites régulières, ses actions concrètes, son nouveau travail. Pierre écoutait en hochant la tête, reconnaissant les signes d'une transformation authentique. Il semble avoir vraiment changé. C'est rare, tu sais. La plupart des gens dans sa situation auraient juste joué un rôle pendant quelques mois, avant de retomber dans leur vieux schéma. « Je sais !» j'ai répondu.
C'est pourquoi je veux modifier à nouveau le testament. Pas pour tout lui redonner, mais pour ajuster la répartition. Nous avons travaillé ensemble pendant 2 heures, créant un nouveau testament qui reflétait cette nouvelle réalité. Julien hériterait maintenant de l'appartement de la rue Mercière et du studio de la part Dieu, soit environ 630 000 € de patrimoine. La maison de Pérouge resterait à Lucienne, comme promis, et une partie de mes placements financiers, 200 000 €, irait toujours aux œuvres caritatives. C'était équitable, pensais-je, reconnaissant sa transformation tout en honorant mes autres engagements. « Tu vas lui dire ?» a demandé Pierre. J'ai secoué la tête. « Pas encore. Je veux voir si ce changement persiste. Peut-être pour mon anniversaire en décembre, cela fera 18 mois depuis notre confrontation. Ce sera le bon moment. » Nous avons signé le Nouveau Testament avec les mêmes formalités que l'Ancien. 2 témoins, le sceau officiel. En quittant le cabinet, je me sentais en paix, comme si j'avais bouclé une boucle importante. L'été est arrivé, puis l'automne. Julien continuait ses visites régulières, travaillait avec enthousiasme à l'association où nous nous croisions parfois, lui dans son bureau technique, moi dans mon espace de consultation. Les bénéficiaires qui l'aidaient avec leurs ordinateurs, leurs smartphones, leurs démarches en ligne, me parlaient de lui avec affection. « Votre fils est un jeune homme si patient, si gentil », me disait Madame Dubois. Il a passé 2 heures avec moi pour m'expliquer comment faire mes déclarations d'impôts en ligne. Je souriais, fier, constatant qu'il avait hérité non seulement de mes gènes, mais aussi finalement de mes valeurs. Aujourd'hui, en cette journée de décembre où je vais fêter mes 91 ans, je regarde ma vie avec une satisfaction tranquille. Julien arrive dans 1 heure pour déjeuner, apportant Lucienne qu'il est allé chercher à la gare ce matin. Thomas Marchand et Madame Beaumont viendront ce soir pour un dîner plus festif. Ma vie est pleine, riche de connexions authentiques, de travail significatif, de respect mérité. L'histoire avec Julien aurait pu se terminer autrement. Il aurait pu ne jamais revenir, ne jamais comprendre, rester prisonnier de sa cupidité et de son égoïsme. Mais il a choisi un autre chemin. Un chemin difficile de remise en question et de changement authentique. Est-ce que cela compense les années de négligence? Pas complètement. Certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. Mais cela m'a montré que les gens peuvent changer, que l'espoir n'est jamais totalement perdu, et que parfois la confrontation honnête est le seul moyen de sauver une relation. Si je devais donner un conseil, une leçon tirée de cette expérience, ce serait celle-ci. La dignité ne se négocie pas. Peu importe votre âge, votre situation financière apparente, votre dépendance supposée, vous méritez le respect. Et si vos propres enfants, votre propre famille, ne peuvent vous donner ce respect, alors il est de votre responsabilité de l'exiger, même si cela signifie créer une distance douloureuse. Parce que accepter le mépris, c'est se renier soi-même, c'est valider l'idée que vous n'avez de valeur que parce que vous possédez et non parce que vous êtes. J'ai aussi appris qu'à n'importe quel âge, on peut se réinventer. À 89 ans, j'ai commencé une nouvelle carrière de bénévole qui me donne plus de satisfaction que mes 42 ans de notariat. J'ai reconstruit des liens familiaux avec ma sœur que j'avais négligés. J'ai créé de nouvelles amitiés authentiques. La vie ne s'arrête pas quand on vieillit, elle change simplement de forme, et c'est à nous de décider quelle forme nous voulons lui donner. Quant à l'argent, à ce patrimoine qui a été le catalyseur de toute cette histoire, j'ai compris sa vraie nature. L'argent n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est un révélateur. Il révèle qui nous sommes vraiment, ce que nous valorisons, comment nous traitons les autres. Il peut corrompre les faibles, mais il peut aussi libérer les forts, leur donner la capacité de faire le bien, de tester la sincérité de leur entourage, de se protéger des prédateurs. Mon patrimoine m'a permis de faire ce test, de découvrir la vérité et, ultimement, de forcer mon fils à se confronter à lui-même. C'était douloureux, mais nécessaire. La sonnette retentit. C'est Julien et Lucienne. Je me lève de mon fauteuil, arrange ma veste, vérifie mon apparence dans le miroir du couloir.
Un vieil homme me regarde, 91 ans, cheveux blancs, rides profondes, mais yeux vifs et dos encore relativement droit. Un homme qui a survécu à 2 guerres mondiales dans son enfance, qui a bâti une carrière respectée, qui a aimé profondément, qui a été trahi et blessé, qui a testé et pardonné, qui continue à servir et à donner du sens à chaque jour qui passe. J'ouvre la porte. Julien tient un grand bouquet de lys blanc. Lucienne porte un gâteau fait maison. Leurs visages sourient, leurs yeux brillent d'affection sincère. « Joyeux anniversaire, papa !» dit Julien en m'embrassant. « Joyeux anniversaire, mon grand frère !» ajoute Lucienne. Je les fais entrer, ferme la porte derrière eux et me retourne vers eux avec un sourire. « Entrez, entrez, j'ai préparé un pot-au-feu comme maman le faisait et j'ai quelque chose d'important à vous dire à tous les deux. Cette histoire vous a touché ? Alors laissez votre like, partagez avec quelqu'un qui doit entendre ce message et inscrivez-vous sur la chaîne Histoire de Père pour plus de récits émouvants de vie et de résilience. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'Émile a eu raison de tester son fils de cette manière? Auriez-vous fait la même chose à sa place? De quelle ville nous regardez-vous? Et n'oubliez jamais cette leçon essentielle, la dignité n'a pas de prix et le respect ne se négocie pas. Une vraie famille, c'est celle qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous possédez. On ne doit jamais sous-estimer les personnes âgées, car derrière des apparences modestes se cachent souvent des vies riches d'expérience, de sagesse et parfois même de moyens insoupçonnés. Traitez vos aînés avec respect, non par calcul, mais par humanité. Parce qu'un jour, vous serez vous aussi de l'autre côté de cette relation et vous récolterez ce que vous aurez semé. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vos parents, de vos grands-parents, de tous ces aînés qui ont tant donné. Et rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour se racheter, pour reconstruire ce qui a été cassé. À bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, vous fera réfléchir autant que celle-ci. Portez-vous bien et que le respect guide toujours vos relations familiales.